Salut Kevin, enchanté de te rencontrer. Salut Jean, plaisir partagé. J'ai pu voir ce que tu faisais et la manière dont tu le faisais. Je trouve que c'est très intéressant parce que tu parles d'hypnose, d'auto-hypnose et d'une manière très calme. Donc on peut voir que tu es aligné avec ton sujet. Et donc du coup, je voulais t'interviewer pour en savoir un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des inquiétudes par rapport à l'hypnose ou même qui savent pas trop ce que c'est en fait. Et il y a aussi l'auto-hypnose. Donc j'aimerais bien qu'on parle ensemble de toutes les différences qu'il y a, hypnose, auto-hypnose et tout ça, simplement. Avec grand plaisir. C'est vrai que c'est un sujet où il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de désinformation aussi. Et comme moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Si on peut faire un peu de pédagogie par rapport à ça, démystifier un peu, c'est vraiment avec plaisir. Bah, déjà, on n'a qu'à commencer par l'hypnose en tant que telle. Qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, pour faire simple, c'est un ensemble de moyens d'accéder à d'autres états de conscience. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va étudier les états de conscience, comment ça fonctionne, les états de conscience. Il se trouve qu'en plus, aujourd'hui, on a des données assez fiables, assez mesurées sur ce que c'est cette question des états de conscience. Et ensuite, il va étudier les moyens d'accompagner les gens vers ces états, en sachant qu'on a tous des sensibilités un peu différentes, donc les mêmes moyens ne vont pas forcément être aussi efficaces chez tout le monde. Donc, il apprend aussi à tester, à utiliser, à voir un peu comment les gens fonctionnent pour bien les accompagner dans ces expériences. Expériences qui sont souvent, en tout cas, c'est la version la plus commune aujourd'hui, plutôt thérapeutique. L'idée, c'est de se faire du bien, c'est d'aider les gens à changer, à progresser. Mais ça peut être aussi simplement pour apprendre à mieux se connaître ou à explorer un petit peu notre imagination, par exemple. Ok. Donc en fait, dans l'hypnose classique, on va dire, avant qu'on parle d'auto-hypnose, tu vas avoir une personne Oui. qui va guider une autre personne pour aller chercher dans son subconscient certaines informations, etc. Ouais, on pourrait dire ça. En fait, c'est l'hypnose, elle est souvent accompagnée. Déjà parce que souvent, quand on veut faire de l'hypnose, on sait ce qu'on recherche, mais on sait pas très bien comment le rechercher. Et on sent bien souvent que les blocages qu'on peut vivre ou les émotions parfois qui nous submergent, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment moduler à un niveau conscient. Consciemment, on va s'apercevoir qu'il se passe quelque chose, mais on va se sentir un petit peu impuissant par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui a du stress, en général, il va juste constater son stress, mais il n'a pas vraiment de moyen d'interagir avec ça. Surtout qu'en Occident, dans notre éducation, c'est une zone aveugle. On nous a jamais vraiment appris comment ça fonctionnait tout ça. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'aller dans ces endroits en nous où c'est géré. Donc, tu parlais de subconscient, on pourrait parler d'inconscient. C'est tout ce qui nous échappe. C'est en nous, ça existe à l'intérieur de nous, mais on n'a pas le moyen d'accès pour y arriver. Et du coup, avec l'hypnose, on va ouvrir cette porte-là, on va guider les gens vers cette zone-là. Et dans cette zone, en fait, ils vont pouvoir comprendre comment ça fonctionne et puis ils vont pouvoir interagir aussi avec ce qui se passe en eux. Cool. Et donc du coup, l'auto-hypnose, c'est juste la personne qui le fait elle-même ou comment, ce serait quoi là, du coup la différence? C'est juste qu'elle a pris des techniques? Comment ça se passe du coup? Ouais. En fait, on peut en théorie tout faire par soi-même. C'est pas, il y a pas, la personne qui nous guide n'a pas un pouvoir particulier, elle a juste la connaissance de certains outils. Ça c'est Et du coup, intéressant. elle se forme à ça. Ça, c'est intéressant parce que souvent les gens ils imaginent qu'il y a certaines personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres, mais en fait on est tous égaux sur ce point-là. C'est juste qu'il y en a ils ont appris à développer des techniques et d'autres n'ont pas appris à les C'est développer. ça. Ouais, c'est vrai que quand on voit de l'hypnose et surtout dans une version un peu spectacle, on se dit, ouais, est-ce que la personne a un pouvoir particulier, c'est un peu magique et tout ça. Mais en fait, c'est juste une impression parce qu'on ne connaît pas. Si on décode les fonctionnements, bah, tout le monde peut apprendre à le faire, tout le monde peut apprendre à le vivre. C'est juste que c'est des connaissances qui nous paraissent un peu loin de notre culture, donc forcément, quand on les découvre, mais je pense que c'est un peu, tu sais, comme quelqu'un qui aurait jamais connu la musique, s'il voit un musicien, il va se dire, c'est magique, c'est incroyable ce que cette personne fait avec un instrument, avec des sons. Peut-être que c'est un don particulier, peut-être que j'y arriverai jamais. Mais heureusement, dans notre culture, on sait que la musique, ça s'apprend. Mais on pourrait faire un parallèle avec ça. Ça peut paraître étrange de l'extérieur, mais une fois qu'on rentre dans cette connaissance-là, en fait, elle est très simple en plus, cette connaissance. C'est très pragmatique, c'est très accessible. Et ça vient d'où l'hypnose du coup? Parce que j'avoue que je suis pas trop un expert là-dessus. Alors, ça remonte à loin parce que le mot est récent. Le mot a un peu plus de 200 ans. Mais en fait, la question des états de conscience, elle est étudiée dans quasiment toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps. En fait, nous, on appelle ça aujourd'hui l'hypnose, c'est le mot moderne. Mais en fait, ce que va faire un chaman en Sibérie ou en Amérique du Sud, c'est quasiment la même chose. Le regard culturel change, les mots sont pas tout à fait les mêmes, mais les fonctions cognitives qui sont pilotées, la manière dont le guidage va se faire est extrêmement comparable. Aujourd'hui,
il y a vraiment beaucoup de spécialistes, notamment de l'anthropologie, qui font des comparaisons entre ces systèmes et qui se rendent compte que l'emballage est différent, mais la structure est la même. Donc c'est un peu comme si ça avait toujours existé, cette question-là. Un peu comme si dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, on avait compris que quand une personne se sentait peut-être bloquée dans son fonctionnement ou qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien c'est dans d'autres états de conscience en fait que les clés, les portes vont pouvoir s'ouvrir. Et du coup, dans chaque culture, on a trouvé des moyens d'y accéder. Alors ça va de la méditation, ça va de l'absorption de plantes hallucinogènes, en passant par du travail sur les rythmes et la danse. Il y a plein d'inducteurs finalement d'états de conscience modifiés. Il se trouve que l'hypnose, on utilise un principalement qui est les mots, le langage. Ça, c'est peut-être la particularité de l'hypnose, même si c'est pas la seule technique qui fait ça. Mais par contre, le but derrière, il est similaire. La question de modifier l'état de conscience, en fait, elle est quasiment universelle. Ok. Et Après, donc, le problème, c'est que nous, en Occident, on l'avait quasiment oublié. Il y a toute une histoire là-dessus, ça serait un petit peu long, mais elle était présente chez les Grecs anciens, cette question-là. Et puis, il y a eu plusieurs épisodes historiques qui font que cette connaissance, on l'a quasiment perdue. Pour faire bref, à une époque, les gens qui faisaient des choses un peu bizarres, on les brûlait ou on les jetait dans l'eau avec une pierre parce que c'était de la magie noire ou des choses comme ça. Donc ces connaissances se sont perdues. Et au XVIIIe siècle, en fait, il y a des gens qui ont redécouvert, mais complètement par hasard, en fait, et souvent avec des fausses pistes, ces questions-là. On a tous entendu parler de Mesmer, par exemple, ce personnage extrêmement étonnant du XVIIIe siècle, qui était à la fois quelqu'un qui était diplômé en droit, mais aussi en médecine. Enfin, il est philosophe aussi. Il y a trois branches qu'il a connectées et qui s'intéresse à certains états de conscience, mais un peu de manière accidentelle et qui va tout redécouvrir avec beaucoup d'erreurs. Ces erreurs dont on porte encore un peu la charge aujourd'hui. Par exemple, lui pensait qu'il avait un pouvoir sur les autres, et le dormez, je le veux vient un petit peu de cette époque-là. Donc, en redécouvrant, on a tâtonné un petit peu. Euh, le mot, du coup, a quelquefois souffert de visions un petit peu tronquées. Mais là, on arrive dans une époque moderne, on a pu se débarrasser de ces grandes erreurs, et puis on commence à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a tout un parcours historique qui est assez passionnant là-dessus. c'est cool. Et donc, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a emmené sur cette voie? Ah, alors c'est une longue histoire aussi. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais tout jeune. La première découverte, c'était pas tout à fait l'hypnose. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Jacques Salomé, que certains connaissent peut-être, qui est quelqu'un qui est surtout connu par les livres qu'il a écrits. Euh, et je l'ai vu faire une fois une démonstration de ce qu'on appellerait une forme de psychothérapie, peut-être pour faire simple. Et pour faire simple, avec mon regard d'enfant, en voyant ça, je me suis dit, tiens, ça c'est un magicien, il y avait une personne qui avait l'air malheureuse, il lui a redonné le sourire. J'étais très ému par ça, très touché par ça. Et je suis allé rencontrer donc ce personnage, on a échangé, alors moi j'étais tout petit et en même temps le contact est un peu passé. Et c'était la première, le premier pas vers ça, vers l'idée qu'en fait on pouvait avec les mots accompagner quelqu'un dans des expériences qui pouvaient faire du bien, en fait, qui pouvaient révéler les gens. Assez rapidement, j'ai découvert ensuite la question de l'hypnose. J'ai étudié après plein de formes d'accompagnement, de psychothérapie au sens large, mais je suis toujours revenu à l'hypnose parce que j'ai eu cette sensation qu'en fait, c'était presque l'essence de tout ça, en fait, la trame de tout ça. Comme si en comprenant l'hypnose, on comprenait à peu près toutes les formes d'accompagnement. Ça me semblait être le code de ces formes d'accompagnement. Du coup, je l'ai étudié autant que possible et j'ai été voir à peu près tous les gens qui pratiquaient l'hypnose en France, qui à cette époque, on en faisait vite le tour quand même, parce qu'il n'y a pas grand monde, c'était un peu tabou l'hypnose. Donc, il a fallu aller la voir à l'étranger aussi. Donc, j'ai essayé de me former avec toutes les personnes passionnantes que je pouvais rencontrer, ce qui m'a fait ouvrir assez rapidement mon premier cabinet d'hypnose. J'avais 17 ans quand j'ai ouvert mon premier cabinet d'hypnose. Intéressant. Et puis ensuite, Ouais, créer une école qui, ça se voit déjà qu'il y a eu un impact sur la confiance que tu avais en toi dans tous les cas, parce que ouvrir un cabinet d'hypnose à 17 ans, c'est pas tout le monde qui le fait, ou un cabinet tout court. Donc, c'était un peu naïf, hein, cette époque-là. Mais ça s'est fait un peu tout seul, en fait. À la base, j'accompagnais des amis dans tout ce qui était aide à l'apprentissage et à la scolarité. J'ai beaucoup d'amis qui passaient des concours, qui avaient des difficultés dans certaines matières et tout ça. Et en fait, avec l'hypnose, je leur apprenais à mieux mémoriser, à se concentrer, à gérer le stress s'il y avait un examen, voire un oral ou des choses comme ça. Et en quelques mois, en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont commencé à m'envoyer plein de gens. Et je me suis retrouvé, alors que c'était pas le désir au début, enfin, c'était même pas le projet au début, à avoir un cabinet rempli, alors que ouais, il n'y a pas forcément un projet défini par rapport à ça. Ça s'est fait quasiment tout seul.
et les choses ont évolué et maintenant tu formes les gens à faire en sorte d'apprendre, enfin à devenir hypnothérapeute du coup, d'un côté, et de l'autre côté, à faire en sorte que les gens apprennent l'auto-hypnose. Ouais, ça me semblait important de transmettre ça. Comme je disais un peu à mon époque, quand j'ai commencé, en fait, il y avait très peu de choses. Et surtout, il y avait un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de confusion dans ce qu'était l'hypnose, dans la façon dont ça fonctionnait. Et en même temps, on est là, je trouve, en ce moment, dans une période qui est géniale parce qu'on commence à voir les sciences cognitives, les neurosciences, la phénoménologie, il y a plusieurs sciences qui commencent à vraiment s'emparer de ces questions-là, ce qui fait qu'on comprend ce qui marche ou ce qui marche pas, en bonne partie, pas tout encore. Il y a eu beaucoup de démystification, de simplification. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez génial aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment transmettre ces outils de manière assez claire, assez pragmatique. Donc, ça m'a donné envie de rassembler un peu cette connaissance. On a créé un centre de recherche avec quelques personnes. On a des chercheurs qui travaillent à plein temps pour faire la synthèse en fait de tous ces savoirs actuels et d'enseigner, de transmettre. Parce que ça me semblerait dommage qu'on n'ait pas accès à ces outils-là. Ils sont simples, ils sont bons, ils sont agréables. Et en fait, j'ai même tendance à penser que tout le monde devrait savoir faire de l'auto-hypnose. En fait, ça serait génial. Ouais, ça permettrait de rendre conscience que l'inconscient, comment dire ça? Je crois que c'est une phrase, je crois que c'était Carl Jung qui disait une phrase, si vous ne prenez pas conscience de votre inconscient, la vie prendra son cours et vous appellerez cela le destin. Quelque chose comme ça. Je paraphrase. Je paraphrase, hein, Ouais, c'est quelque chose comme ça. Hein, parce que c'est vrai que la plupart des choses qu'on fait, quand on parle, on bouge, on n'en est pas conscient. On va même exprimer des choses, on n'en est pas vraiment conscient. On est conscient uniquement sur le moment où on l'a exprimé, à travers le recul. Mais donc, du coup, c'est vrai que l'hypnose, c'est assez intéressant. Après, il y a des gens qui en ont peur. Et il y a toujours des petites histoires qu'on peut trouver sur Internet. Attention, les dangers d'hypnose, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à toutes ces personnes qui sont un peu sceptiques et qui pensent que, bah, déjà, on peut les manipuler, parce qu'il y a souvent cet il y a aussi aspect-là. ça, ouais, ouais. Et secondement, bah, qu'il y a des gens qui restent, entre guillemets, dits bloqués. C'est des termes Alors, qu'on... il y a beaucoup de mythes hein, dans tout ça. Déjà, il y a des trucs qui n'ont aucun fondement. Par exemple, le fait qu'on puisse être bloqué dedans, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a aucun cas dans la littérature, dans la connaissance de l'hypnose. Il faut savoir aujourd'hui que l'hypnose est très étudiée. Il y a, je crois, plus de 13 000 études récentes sur l'hypnose, donc pas des études faites dans des petits coins, des vraies études avec publiées dans des revues sérieuses, validées par des comités scientifiques, etc. On est vraiment dans la vraie recherche, même de la recherche fondamentale, pas que de la recherche clinique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment connu. Après, il y a toujours un vrai temps entre le moment de la science et le moment de la connaissance. On le voit même à l'école, hein, la plupart des choses qu'on apprend à l'école sur la science sont presque obsolètes, parce que parfois, s'il y a 20-30 ans d'écart entre le moment de la découverte et le moment de la diffusion, et ben, on est déjà passé à autre chose quelque part. Mais c'est normal qu'il y ait ces mythes-là aussi, parce que le cinéma, notamment, la littérature, a véhiculé parfois, c'est un vrai sujet qui fascine beaucoup d'artistes, et parfois pour en faire du sensationnel, et ça a beaucoup nui à l'image. Après, ça interroge aussi. C'est étonnant qu'on soit dans une culture où on a tellement perdu la connaissance des états de conscience qu'on pourrait imaginer que c'est dangereux d'explorer des états de conscience. Euh, Alors qu'au final, c'est si on s'explorer. allait discuter. Comment? Alors qu'au final, c'est s'explorer soi. Parce que quand on parle Ouais, d'explorer c'est soi, ça. c'est nous-mêmes, en fait. On veut juste à plonger au fond de qui nous sommes. Tout simplement, ouais. Mais je pense que tu sais ça, mais il y a encore pas très longtemps, quand les gens disaient qu'ils faisaient de la méditation, on leur disait, mais c'est peut-être dangereux, c'est peut-être une secte, c'est peut-être tout ça. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est à peu près admis que ça fait du bien, la méditation, il n'y a aucun danger à faire de la méditation. Il y aurait peut-être même des dangers à pas en faire, en fait, je pense. C'est-à-dire de ne pas avoir un vrai temps d'introspection. Je pense que ça serait aussi nuisible à quelqu'un que de jamais ouvrir un livre ou de jamais voyager. En fait, c'est une façon de connaître le monde aussi, de se connaître. Après, il y a une contre-indication à l'hypnose, mais qui est de l'ordre médical. Quelqu'un qui relève de la psychiatrie, à la limite, s'il fait de l'hypnose, ça sera avec un psychiatre, mais pas avec quelqu'un d'autre. Mais on est vraiment dans du pathologique. Tu vois, c'est un petit peu comme si on disait est-ce qu'il y a des contre-indications au sport. Bah oui, il y a des contre-indications médicales au sport, sans doute. Je ne connais pas bien ce domaine-là, mais on peut bien imaginer que quelqu'un qui a une vraie pathologie physique, qui a des mouvements peut-être qui lui sont déconseillés. Mais c'est du bon sens et c'est de l'évidence et ça concerne des cas très spécifiques. Pour 99% de la population, et même sans doute plus, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est hyper agréable à vivre en plus ces expériences-là. Je crois que la forme d'hypnose qu'on peut connaître un peu dans nos sociétés, elle passe par l'art.
Quand je regarde un film, quand j'ouvre un livre, quand je vais dans un musée, quand j'écoute de la musique, en fait, je vis des états qui sont proches de l'état d'hypnose, surtout si je suis touché par l'œuvre qui me provoque ça. Et en fait, ça cérébralement, c'est très très proche de ce qui se passe en hypnose. Donc on connaît cet accès-là, on sait qu'il est bon, mais on croit souvent qu'il faut passer par l'œuvre d'art pour y arriver, alors qu'en fait, on passe par notre cerveau pour y arriver. Et je crois que l'hypnose, c'est juste une manière de dire, bah, il n'y a pas forcément besoin d'un objet extérieur pour vivre ça. En fait, on peut aussi passer par un chemin intérieur. Hmm. Ouais, j'aime bien ça. Et donc, du coup, ces derniers temps, je trouve que dans tous ces univers d'état de conscience, il y a toujours plein de techniques différentes, soit la méditation, Ouais. le yoga, l'hypnose, il y a que les plantes chamaniques, etc. Et parfois, les gens, ils voient quelque chose qui est pareil alors que ce ne l'est pas. Chacune de ces techniques apporte des choses différentes. Donc, je voulais qu'on parle Hmm. ensemble de, selon toi, quelles seraient les différences entre, du coup, méditer et l'auto-hypnose? Comment tu percevrais les différences? C'est complexe comme question parce que ces deux mots recouvrent des réalités parfois qui sont assez différentes, avec des points où vraiment ça se rejoint, puis des points où ça peut différer un peu. Euh, En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a plein de manières de piloter sa subjectivité. Et la méditation, c'est une manière de piloter sa subjectivité. L'hypnose, ça va en être une autre. Si je prends une punch chamanique, je ne vais pas piloter grand-chose, mais ça risque de me créer quand même des états de conscience intéressants. Mais en tout cas, à chaque fois, l'idée, c'est de modifier. Après, il y a des formes de méditation où l'objet, c'est de... Il n'y a pas d'objet, justement, en fait, dans certaines formes de méditation. C'est-à-dire qu'on va simplement chercher à atteindre une sorte d'état de non-dualité. Il n'y a pas d'objectif particulier. Étrangement, quand la méditation arrive en Occident, notamment avec la mode de mindfulness et tout ça, on a fait un objet avec un désir, avec, par exemple, apaiser les enfants à l'école ou améliorer les capacités d'attention, des choses comme ça. Mais je crois que c'est déjà un dévoiement de la méditation. Mhm. Euh, L'hypnose, on pourrait voir un peu la même dualité. Il y a, à la base, l'hypnose, elle s'est surtout développée pour améliorer quelque chose. C'est-à-dire que les gens font l'hypnose pour apaiser leurs angoisses, améliorer leur capacité cognitive, accéder à leur imagination et à l'inspiration, se débarrasser peut-être d'une compulsion, d'une dépendance, des choses comme ça. Mais en fait, plus on avance dans l'hypnose, plus on s'aperçoit, et c'est peut-être là que ça rejoint en partie la méditation, que c'est bien de faire ça, mais l'objet vraiment profond derrière ça, c'est pas forcément de rechercher toujours du mieux, de la performance et tout ça. C'est peut-être d'apprendre juste à se connaître et à sortir de l'état de séparation de soi et du monde. Donc je pense que dans leur forme aboutie, ces deux outils peuvent se rejoindre. Après, je pense que quelqu'un qui prend quelques cours de méditation ou quelques cours d'auto-hypnose ne verra pas forcément tout de suite les ponts, parce que les expériences qui vont lui être proposées au début du chemin seront assez différentes. Dans l'une, il va peut-être apprendre à réguler son attention et ses émotions, plutôt dans la méditation. Et puis, dans l'autre, dans l'hypnose, il va favoriser tout de suite très fortement son imagination. Ouais, mais je pense vraiment qu'au fond, les deux chemins finissent par se rejoindre quand on les pratique longtemps et quand on sort un peu du performatif quelque part. Mhm. Je te suis entièrement là-dessus parce que c'est un peu comme le yoga. Il y a des gens qui vont faire que du yoga, pas Ouais, de méditation. Il y en a qui vont faire que de la méditation, pas du yoga. Et c'est dommage de ne pas faire ces deux pratiques parce que les deux apportent des choses différentes. Et l'hypnose, moi, je le vois aussi tel quel. Alors moi, je ne fais pas d'auto-hypnose. J'ai pas encore suivi des cours pour ça. Mais pourquoi pas? Je suis ouvert au fait de plonger là-dedans. J'ai eu une amie, enfin une de mes ex, qui avait un cabinet d'hypnose, donc forcément j'ai baigné dedans un petit peu aussi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de t'interviewer de par tout ce que tu as fait dans le monde de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Et, mais moi je trouve que c'est intéressant d'utiliser différentes techniques. Alors on aura toujours une préférence. Et encore, cette bien préférence, sûr. parfois, elle change en fonction des moments. Moi, ces derniers temps, je ressens beaucoup plus l'envie de méditer. Il y a des moments donnés, je ressens beaucoup Mm. plus envie de faire du yoga. Il y a des moments donnés, je ressens beaucoup plus envie de faire du sport, en fait, juste de ressentir, je sais pas, une masculinité en moi, on va dire ça comme ça. Ouais, Euh, et donc, du coup, je pense que l'hypnose aussi, là où les gens devraient aller expérimenter, c'est expérimenter pour déjà, savoir ce que c'est vraiment, voir ce que ça peut leur oui, apporter. Et en fonction des moments de la vie, ben, il y a différentes techniques qui ont plus d'impact que d'autres. Et donc, moi, je trouve ça tout à fait. intéressant, Ouais. en tout cas, de se plonger là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est bien de varier un peu les expériences, je trouve. Déjà, je pense qu'elles ont des points communs. Donc, finalement, peut-être que quelquefois, on se dit, tiens, j'ai changé d'expérience, ça va me faire toucher aussi d'autres choses qui viennent compléter. Et puis, ouais, je crois que selon les périodes de vie, parfois on a besoin de choses plus physiques, parfois de choses qui sont plus émotionnelles. Ça vient finir par, au final, je pense que ça complète quelque chose, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que plus le parcours est varié, à mon avis, plus c'est intéressant.
Et d'ailleurs, j'ai une petite question supplémentaire. Il y a de plus en plus de personnes qui se préoccupent des rêves, etc., qui essaient de se souvenir de ces rêves. Est-ce que du coup, l'auto-hypnose permet d'améliorer la connexion qu'on a avec nos rêves? On peut dire ça comme ça. Ouais, il y a deux choses. Déjà, souvent, même sans le désirer, les gens qui font un peu d'auto-hypnose se rappellent beaucoup mieux leurs rêves, un peu comme si la frontière entre conscient et inconscient, elle diminuait un peu, elle s'évaporait un peu. Comme si on accueillait plus d'inconscient en nous et que, on lui laissait plus de place aussi. Mhm. Après, il y a même des techniques qui ont été développées pour que les gens travaillent sur ce qu'on appelle le rêve lucide. C'est-à-dire la capacité à rêver, être dans un vrai état de sommeil physiologique, mais à faire émerger la conscience sans sortir de l'état de sommeil. Ce qui est une pratique géniale qu'on trouve dans plusieurs civilisations et qui est une pratique qui semble avoir toujours fasciné l'humain, parce que justement, c'est vraiment la rencontre entre deux parties qui d'habitude ne se connaissent pas trop. Et c'est une formidable exploration de soi. Puis c'est magnifique à vivre parce que tout devient, les hallucinations sont parfaites. Euh, mais pour donner un exemple, si je rencontre un personnage dans un rêve et que je lui parle, il va me répondre. Et j'aurais l'impression que c'est pas moi, alors que je sais que c'est moi. Il y a une sorte d'état un peu particulier comme ça. Il y a des gens qui s'en servent pour le travail sur eux. Par exemple, je pourrais très bien matérialiser une partie de moi et lui parler, lui poser des questions, essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai reçu un mail d'une personne qui me racontait qu'elle avait fait ça pour une douleur qui était une douleur inexpliquée par la médecine, comme il y a des gens qui vivent ça quelquefois. Et cette personne avait appris un peu l'auto-hypnose et a personnifié sa douleur dans un rêve. Et donc, quand elle l'a personnifié, elle lui a dit, mais pourquoi tu es là? Et cette douleur lui racontait son histoire. Et c'était passionnant parce que cette histoire, elle était très liée à l'histoire de vie de cette personne, à des réactions qu'elle a pu avoir, à des incompréhensions qui ont pu avoir lieu dans sa vie. Et au fur et à mesure des rêves, au dialoguer avec cette douleur, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui changeait en elle, en fait. Donc c'est très intéressant de voir comment on peut étudier le monde du rêve, on peut se servir du monde du rêve comme un accès à soi. Et je suis vraiment convaincu, en fait, que tout ce qui nous aide à nous rapprocher de notre part inconsciente nous aide à nous compléter, à aller vers des parts qui d'habitude sont inaccessibles alors qu'elles existent et qu'elles ont une véritable incidence sur nous. Ouais, je te suis totalement. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas la vie qu'ils souhaitent parce qu'ils sont pas assez conscients de leur environnement, assez conscients de qui ils sont. Et ils vivent trop dans l'inconscient. Alors, nous vivons tous dans l'inconscient, qu'on médite plusieurs heures par jour, qu'on fasse des hypnoses plusieurs heures par jour. Il y a toujours une grosse part d'inconscient, mais on peut faire en sorte d'y apporter de plus en plus de conscience et d'avoir cette capacité, du coup, de changer notre vie. Ça, c'est sûr. Oui, je pense. Ouais. Si tu te posais une autre question, euh, si tu devais résumer l'auto-hypnose en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Que ce soit par rapport à ton expérience, Ah, c'est pas par facile. rapport à ta définition. C'est en quelques mots qui est pas facile. Je dirais que c'est apprendre le chemin qui mène vers son propre inconscient. Ok. J'essaie de faire synthétique. Ouais, mais c'est très intéressant. Et donc, du coup, les gens, ils peuvent te retrouver où? Enfin, où est-ce qu'ils peuvent retrouver tout ton travail, tout ce que tu proposes sur Internet? Alors en fait, sur l'auto-hypnose, il y a longtemps, j'avais écrit des bouquins dessus. Je trouvais ça bien de pouvoir poser dans un livre. Mais là, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, avec un bon ami qui s'appelle Bruno, avec qui on travaille sur l'auto-hypnose depuis plus de 10 ans, on a créé une plateforme en se disant, mais il y a quand même un outil qui est génial, qui est Internet aujourd'hui, qui permet de créer une vraie communauté de passionnés. Et c'est quand même plus chouette de partager avec de la vidéo, des lives et des exercices audio que de simplement dans des livres sur du papier. Du coup, on a créé une plateforme qu'on appelait Psychonaute. Psychonaute, c'est un explorateur de l'esprit, on pourrait dire. Et cette plateforme, en fait, c'est plein de cours d'auto-hypnose. Avec, souvent, quand on arrive sur la plateforme, il y a un premier cours qui est les bases. C'est assez court, mais ça permet de maîtriser quelques étapes faciles, de s'amuser déjà un petit peu. Et après, on a accès à plein de thèmes qui sont hyper variés. Ça va de thèmes de travail sur soi, type la gestion des émotions, l'estime de soi, la concentration, à des thèmes qui sont hyper exploratoires. Je parlais du rêve lucide, ça peut être l'écriture automatique, ça peut être le travail sur sa légende personnelle. Enfin, il y a plein de thèmes assez variés. On en ajoute un tous les mois en plus, donc ça devient une sorte de Netflix de l'auto-hypnose. Et l'idée, en fait, c'est de créer progressivement une sorte de bibliothèque de tous ces états de conscience, de ce qu'on peut faire dedans, avec plein d'exercices à chaque fois. Il y a des centaines d'exercices maintenant sur la plateforme qui sont hyper amusants. Des petites vidéos théoriques pour ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne aussi, avec un aspect un peu neurosciences, mais léger, qui est juste, voilà, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, pour avoir aussi la compréhension des mécanismes tels qu'on les conçoit, en tout cas, derrière.
Et c'est une vraie aventure. Nous, on le vit comme une aventure. Et il y a une belle communauté. Il y a 3000 personnes maintenant qui sont sur cette plateforme. Des gens passionnés qui font des choses géniales avec leur cerveau. Et enfin, voilà, c'était un petit projet confidentiel au début qui a grandi. Et je pense que c'est une super façon pour ceux qui le sentent, qui sentent cet appel-là de découvrir leur part inconsciente. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'intrigue, une question que je ne t'ai pas posée hors interview, c'est psychonaute. Le nom Ouais, il vient d'où? Parce que j'avoue que ça m'a intrigué à l'oreille, psychonaute. Ça fait un peu astronaute, ouais, mais enfin, ouais. c'est comme ça que moi je vais l'interpréter. C'est du coup ouais, un psychologue astronaute, quelque chose comme ça. Bah, c'est un mot qui existe, mais qui était assez peu employé. En fait, il y a eu tout un mouvement autour d'un auteur notamment qui s'appelle Aldous Huxley, mais aussi de gens comme Timothy Leary et d'autres, plutôt aux États-Unis, qu'on a qualifié de mouvement de psychonautes. C'était des gens qui se disaient mais il nous faut des moyens d'explorer l'esprit, et qui ont étudié plein de moyens d'explorer l'esprit. Huxley avait écrit un livre qui s'appelle Les Portes de la Perception, qui est sa propre, un des récits de sa propre expérience de ça. Et parmi les pères de la psychologie moderne, parmi beaucoup d'auteurs, beaucoup de chercheurs, il y a plein de gens qui se sont agrégés autour de ce mouvement. Et c'est vrai qu'après, c'est un mot qui, en France, n'a jamais été très utilisé, qui est tombé un peu en désuétude aussi à partir des années 70-80. Mais je trouve que c'est un joli mot. Le mot fait rêver, je trouve. Et je trouve moins connoté. En plus, on a parlé, le mot hypnose quelquefois fait peur. Et je me dis que apprendre à être un psychonaute, un explorateur de l'esprit, c'est aussi répondre à un appel de la découverte et du voyage. Euh, Toi qui aimes bien voyager, je pense que tu peux ressentir ça. Le voyage, il peut être extérieur, on peut parcourir ce monde. Peut-être qu'un jour, on ira dans les étoiles, mais on n'est peut-être pas encore la génération qui verra ça. Mais en attendant, il y a un autre monde qu'on n'a pas trop exploré dans notre culture, c'est celui qui est à l'intérieur. Il est vaste, ce monde-là, il est génial, ce monde-là. Il est en mouvement, il est subjectif. Et pour moi, c'est une des plus grandes aventures humaines qui soit, en fait. Donc, il y avait vraiment tout ça dans l'idée de psychonaute. Intéressant. Et bah, le mot de la fin que moi je dirais, ce serait que pour reprendre l'idée du voyage, ayant beaucoup voyagé, on s'aperçoit au bout de plusieurs années, au bout de dizaines de milliers de kilomètres, à pied, en avion, à vélo, à bateau, on s'aperçoit qu'au final, on voyage pas pour changer de pays, mais pour changer d'idée. Et Ouais, je suis bien d'accord avec ces ça. idées nous permettent d'avoir une idée différente de qui nous sommes et du monde dans lequel on vit. Et tout ce changement que j'ai pu acquérir grâce au voyage et aux gens que j'ai rencontrés, je réalise qu'on peut aussi l'avoir en étant dans le même pays, en restant là où on est. On peut voyager aussi. C'est un autre voyage, mais qui peut aussi nous inculquer beaucoup de choses. Ah, je partage complètement ça. Parfois, il y a besoin de beaucoup voyager pour s'en rendre compte, peut-être. Mais ça fait penser à l'alchimiste que tu dis, le fait qu'à un moment donné, après avoir fait le tour du monde, parfois, on s'aperçoit que le voyage, il est partout. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est pas une éducation qu'on a, hein, tout ça. On n'est pas éduqué à penser comme ça. Mais du coup, beaucoup de gens le trouvent sur le chemin, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est aussi peut-être ce qui nous fait nous rejoindre, c'est cette envie de faire voyager, mais dans toutes les façons possibles. mhm, ouais. Ouais, ça me fait penser à une autre phrase. Il y a une musique que j'écoutais quand je voyageais, de Ben Howard. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est Keep Your Head, Non, le titre. Et à un moment donné, il dit All I was searching for was me. Tout ce que je cherchais, au final, c'était moi. Et c'est une belle. c'est la même vision de la chose. Bon, bah, écoute, c'était Ouais, super d'échanger avec toi. Merci d'avoir, c'était un plaisir, merci. parce que je sais que tu es très occupé entre bah, former des gens à devenir hypnothérapeute et en plus bah, développer cette plateforme. Merci d'avoir pris ce temps. Et bah, du coup, Merci à toi, c'était un grand plaisir. un grand plaisir partagé. Et si les gens bah, veulent te retrouver, bah, c'est très simple, un psychonaute, c'est facile à retenir. et, et on met le lien également dans la description, donc comme ça ils pourront aller voir de plus près ce que tu fais. Merci beaucoup. Au plaisir. Prends soin de toi. À bientôt. Merci.